bienvenue sur le podcast Job Révolution, le podcast qui t'accompagne dans ton évolution. Je suis Stéphie Lechkowski, formatrice d'adultes, spécialiste en reconversion et en insertion professionnelle. Si tu te poses ces questions, comment retrouver du sens et avoir confiance en toi, comment travailler autrement ou faire une reconversion, comment sortir de ta carapace et trouver ta place, Job Révolution est fait pour toi. Chaque semaine, découvre les conseils de personnes inspirantes pour trouver ta voie et les secrets de recruteurs pour t'accompagner dans ta recherche d'emploi. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Job Révolution avec comme invité Louis Deslus. Louis Deslus est un ex-recruteur, aujourd'hui responsable marketing, donc growth leader de NeoStaff, mais aussi fondateur de GetJob. J'ai hâte que vous découvriez cet épisode qui vous donne les clés pour inverser votre posture. Pourquoi ? Parce que lorsque vous recherchez un emploi, parfois vous attendez qu'une offre arrive et là finalement vous allez attirer les entreprises qui vous ressemblent. Hâte de savoir ce que vous en pensez. Bonne écoute! Louis, bonjour! Bienvenue dans cet épisode de Job Révolution. Bonjour Stéphie et merci pour l'invitation. Je suis super contente de t'accueillir. Et je vais commencer tout de suite par la grande question fatidique. Qui es-tu, Louis? Moi, c'est la grosse moustache sur LinkedIn. C'est un jeu de mots entre mon métier et le fait que j'ai une moustache. Pour faire plus synthétique, moi, j'ai grandi dans les Landes, dans le sud-ouest de la France. C'est pour ça que j'ai un accent. Vous l'entendez sûrement. Et j'ai depuis tout petit été passionné par les ventes. Je faisais de l'achat-revente, du business de cartes Pokémon, j'avais 8 ans. Ensuite, j'ai fait des planches de surf, l'achat-revente, et j'ai très vite travaillé à mon compte dès 18 ans, en même temps que mes études en tant que freelance dans le digital, parce que je voulais gagner ma vie, monter en compétences, et je rêvais d'une chose, c'était avoir ma liberté géographique, financière et temporelle, c'est-à-dire travailler d'où je veux, quand je veux, et gagner bien ma vie. Et c'est une décision que j'ai prise à 18 ans en faisant un travail sur moi, en faisant de la réflexion. Il y a quelques années, c'était pas très commun en France. Donc, je m'étais formé avec des contenus qui étaient issus des US et pour savoir, voilà, comment on fait pour savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Je pense que Stéphie peut bien vous aider là-dessus. Et donc, j'ai fait un parcours académique classique, notamment avec beaucoup d'alternance parce que en plus de mon freelance, je suis convaincu qu'on apprend beaucoup plus par la pratique que par l'académie, que par les études. Aujourd'hui, il y a des bootcamps en 6 mois, on apprend la même chose qu'avec des masters de 5 ans. Et j'ai fait un master, mais c'est la pratique qui vous aide à progresser. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Même pendant mes études, j'ai monté une plateforme qui s'appelle GetJob, qui est toujours live, et c'est une plateforme où j'aide les étudiants gratuitement à trouver un job, une alternance ou un stage, avec des contenus qui sont en ligne, qui sont gratuits et consultables. J'ai continué, j'ai fait des collectifs de freelance, j'ai fait pas mal de freelancing, donc de travail en tant qu'auto-entrepreneur. Et à la fin de mes études, je me suis dit waouh, je vais dans quoi? Moi, mon métier, c'est faire du growth marketing dans les logiciels. J'aimais faire ça, j'étais pas mauvais là-dedans, et je me suis dit avec GetJob, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'apprendre plus de choses et de pouvoir mieux transmettre aux étudiants. Donc je me suis dit, et aux demandeurs d'emploi, ce serait bien que j'ai une compétence en recrutement pour leur donner des meilleurs conseils, parce qu'aujourd'hui, les conseils que je donne avec GetJob, c'était des conseils issus du marketing et des ventes. Donc je me suis dit, ok, je vais faire du recrutement pour donner des meilleurs conseils. Donc je suis parti à l'étranger pour être recruteur. Je suis parti à Barcelone. J'ai été recruteur pendant 6 mois. Donc j'ai passé 6 mois à appeler des gens en cabinet de recrutement dans l'IT. Et j'en ai vu des vertes et des pas mûres. C'est un peu du travail à la chaîne. Et j'ai appris à beaucoup automatiser le recrutement. Je faisais beaucoup de processing et j'utilisais notamment un logiciel d'automatisation pour automatiser mes messages sur LinkedIn ultra personnalisés.
J'ai toute une méthodologie. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps là-dessus. Et ce logiciel-là sortait bientôt. C'était un logiciel qui était fait pour les commerciaux. Et il sortait un logiciel pour les recruteurs. Et avant la sortie du recruteur, le fondateur m'a appelé. Il me dit Salut Louis, t'es notre meilleur utilisateur. T'as les meilleures statistiques parce que je faisais de l'ultra personnalisation. Et ça serait bien que tu bosses avec nous. Et donc aujourd'hui, je suis passé depuis avril, donc un peu avant, je suis passé du recrutement pour un logiciel pour les recruteurs. Et aujourd'hui, je crée du contenu, je suis créateur de contenu dans le recrutement, pour à la fois promouvoir des nouvelles méthodes de recrutement, les bonnes pratiques et le logiciel pour lequel je travaille qui permet de faire de l'automatisation sur LinkedIn et qui s'appelle NeoStaff. Et aujourd'hui, je fais ça pour plusieurs mois et ça me plaît beaucoup et je suis créateur de contenu sur LinkedIn et YouTube. Et bravo, tout ça. Je trouve intéressant aussi le fait que bah voilà, tu as un parcours qui te permet aujourd'hui d'avoir plusieurs casquettes. Et je trouve chouette aussi pour en revenir au tout début, parce que pour le coup, c'est vrai qu'en étant aussi formatrice de temps en temps dans les écoles de commerce, les personnes se posent des fois la question, mais comment je peux faire pour trouver ma voie, etc. Alors moi, évidemment, je vais avoir des accompagnements, mais au-delà des accompagnements qui se vendent, etc. Il y a tout un tas de contenus qui existent qui sont assez formidables et effectivement en anglais aussi, notamment dans le développement personnel, dans les vidéos, dans les exercices à faire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur peut-être une vidéo ou une technique qui t'a particulièrement été utile pour toi? Il y a une technique que je vais super bien résumer, que j'ai l'habitude de résumer aux étudiants demandeurs d'emploi qui cherchent leur voie. C'est que aujourd'hui en France, on nous dit trouve le métier que tu as envie de faire. Sauf que ça marche pas comme ça la vie. C'est plus trouve la vie que tu as envie d'avoir et quel métier va te permettre d'avoir cette vie. Et c'est-à-dire que personnellement, moi je voulais une vie où je peux travailler d'où je veux. Et quand je veux, donc ok, il n'y a pas beaucoup de métiers, écrivain, photographe, des choses comme ça. Sauf que moi je suis pas un artiste et donc j'ai trouvé le marketing digital où ça m'allait très bien. Mais donc il faut avoir cette vie-là, ce choix de vie, on le définit et après on trouve quelque chose, un moyen pour l'atteindre. Je trouve hyper intéressant et ça c'est toute la logique qui est pas forcément pour le moment. Je trouve, en tout cas, on nous l'a. Bon, je fais une généralisation, c'est pas bien. Mais en gros, disons que l'éducation puis le chemin de l'orientation ne nous mène pas à ce genre de réflexion. Disons que si je pense que aujourd'hui, il y a des écoles alternatives, d'ailleurs, entre parenthèses, qui permettent justement une sorte d'année sabbatique où il y a du développement personnel, où on se pose des questions, où on fait des trucs qui n'ont pas forcément, enfin, à voir avec l'insertion professionnelle, mais on apprend à se connaître soi. Et finalement, tout part de là. Donc d'abord, se connaître soi pour pouvoir après pouvoir savoir bah, de quoi on a besoin et qu'est-ce qu'on a envie de faire. Puis je te rejoins, mais tellement. Et après, c'est beaucoup plus facile d'aller choisir un métier. Il en existe beaucoup. Puis il y en a qui vont arriver demain qui n'existent pas encore, du coup, en toute logique. Mais du coup, la base, c'est déjà de prendre le temps de se connaître. Donc, merci aussi de le mettre en avant. Et puis, ça permet aussi de montrer à nouveau cette importance de prendre le temps de faire les choses et que la réponse se fait aussi dans le temps, avec l'expérience, en essayant, et puis en apprenant, en fait, en étant curieux. Totalement. Et c'est pas parce que moi j'ai trouvé ma voie à 18 ans que ça va être la même toute ma vie. Et en fait, il n'y a pas d'âge pour changer de voie, de refaire un point sur soi-même, sur ses envies, parce qu'elles évoluent. Et la vie nous apprend beaucoup de choses et nos choix changent. Et donc, il faut pas avoir peur et honte de changer de voie, de Mm. carrière plus tard. Excellent. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis peut-être une autre question, c'est vrai que c'est quand même étonnant aussi le côté, moi ça m'intéresse le côté full remote. Tu t'es dit à cette époque-là déjà, tu te disais que c'était possible de vivre en étant en télétravail en fait. Ouais, je suivais pas mal d'entrepreneurs, des créateurs de contenu, des e-commerçants qui travaillaient depuis l'autre bout de la planète. Il y a un podcast qui est un peu daté, mais qui est toujours d'actualité, qui était fait par mince, j'ai plus, mais le nom s'appelle Digital Nomade, écrit en français, ou Nomade, non, ça s'appelle Nomade Digital. Vraiment, c'était un podcast qui est fini. Je veux dire, la série est finie, mais il y a plusieurs saisons. C'était par Stan Leloup. Ok, Stan Leloup et ils étaient deux personnes, ils échangeaient toutes les semaines et c'était
c'est un truc que j'ai réécouté toutes les saisons. Je les ai réécoutées il y a pas si longtemps que ça parce que c'est trop bien. Ok, ça donne envie d'aller écouter du coup pour le coup. Ok, bah merci beaucoup. Ah, c'est ça intéressant parce que tu vois, pour le coup, tu étais un peu précurseur, on va dire. En tout cas, tu étais ouvert déjà à quelque chose qui, depuis tout ce qu'on a vécu là, les dernières années, est devenu plus réaliste. Mais je trouve aussi intéressant, c'est que on n'a pas eu le choix. Du coup, on a fait en sorte que ce soit possible. Et finalement, si on pense comme ça pour tout, finalement, tout devient presque possible. Donc, c'est assez chouette en Mmh. fait. Mm. Ouais, il faut savoir que moi, j'ai même fait mes alternances en télétravail. Une partie de mes alternances c'était en full remote et j'ai voyagé un peu partout en Europe et j'étais pas encore avec un cursus. Je connaissais pas tout ce qui est Open Classroom, Study et autres qui font de l'alternance 100% en ligne. Et j'étais dans une école à Bordeaux et je faisais des allers-retours quand j'avais cours. Je revenais à Bordeaux pour étudier, mais je travaillais depuis l'étranger dans des auberges de jeunesse parce que j'avais pas de moyens parce que j'étais en alternance. Et j'ai appris et j'ai voyagé pas mal de choses. J'ai appris pas mal de choses en voyageant. Mm, mm. Ah bah ça le voyage, j'en parlais avec bon bah je vais pas bon tant pis, je fais un petit spoil peut-être, on verra bien selon la diffusion, mais il y a Ulysse, j'ai discuté avec Ulysse du coup aussi justement du voyage. Et en toute honnêteté, si j'avais plein de sous et que je pouvais, j'aimerais trop pouvoir donner accès au voyage à tout le monde d'ailleurs et aux jeunes, parce que pour se connaître justement et savoir ce qu'on veut, bah, pour moi c'est l'une des clés. Et si bref. Ouh, je pourrais en parler longtemps. Bon, allez, Mais je vais... honnêtement, les moyens, il faut se les donner. C'est-à-dire que moi, ma vie à Bordeaux me coûte plus cher que ma vie en voyage. Par exemple, je suis allé au Mexique, j'ai payé 3 500 €, tout compris, vol, logement, tout, loisir sur place, pour 3 mois et demi. Alors qu'avec 1 000 € par mois, donc équivalent 1 000 € par mois à Bordeaux, c'est limite pour vivre. Oui, bah, je comprends. Moi, en étant à Genève, j'ai fait un backpack là au Vietnam. Ah bah honnêtement, c'est sûr que ça change la vie, hein, c'est clair. Donc non, mais ça n'a rien à voir. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que oui, déjà, enfin après, je sais pas ce que tu en penses, c'est peut-être aussi une projection de ma part, mais il y a le côté aussi voyage en sac à dos que j'aime beaucoup. Et du coup, on voyage avec peu et du coup, on s'allège la tête aussi. Et en voyageant peu et en s'allégeant la tête, et du coup, en allégeant aussi notre planification, on est tellement plus ouvert au monde que du coup, il se passe plein de choses. En fait, on se donne l'opportunité de vivre pleinement et du coup, d'apprendre sur soi et sur les autres. Voilà. Tellement, moi, je voyage avec un sac de 30 litres qui fait 8 kilos. Mais non, 8 kilos. Ah, alors la Et belle j'ai tout mon performance. matos. Mon matos pour faire les vidéos YouTube, pour travailler, j'ai tout ce qu'il faut. Je vis souvent dans des guest houses chez des habitants, des locaux. J'aime bien rencontrer des Mm. gens et du coup, je vis hyper simplement. Et c'est trop bien. Et je voyage pas, je bouge pas beaucoup. Je fais vraiment du solo travel quand je vais surtout loin. Déjà, ça lisse mon empreinte carbone. Mm. Et c'est super bien, je trouve, de rencontrer les gens et de voyager léger, comme tu dis, hein. On est beaucoup plus léger, moins de pression et c'est bien. Mm. Merci, ça va. Mais ça me donne encore envie de prendre mes valises, mais c'est pas grave. Bon, allez, j'y vais pour la première question, du coup, par rapport à la reconversion professionnelle. Toi, du coup, avec les différentes expériences, et d'ailleurs ta propre expérience de plusieurs couteaux suisses, on va dire, non, d'un couteau suisse, du coup, bref. Quel est ton avis, du coup, du recrutement des profils qui ont fait une reconversion ou plusieurs même reconversions professionnelles? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'adore et sans être presque discriminant, mais vraiment, je favorise vraiment les profils qui ont fait une reconversion personnelle en même en perso. Je veux dire, la preuve, c'est que là, une stagiaire qui m'a rejoint, Rachel, là, depuis quelques mois, elle est en reconversion professionnelle et moi, j'adore parce que c'est des personnes qui ont appris d'autres choses, qui ont des choses à nous apporter, d'autres expériences. C'est-à-dire qu'on a toujours des compétences transversales qui sont transposables d'une expérience à l'autre. Et ça, c'est incroyable. Vraiment, j'ai un copain qui a fait une reconversion. Il était designer, il est passé développeur, mais au moins c'est un développeur qui comprend les enjeux design. Et ça, c'est très rare. Il peut dialoguer avec ses homologues. Et c'est ça la plus-value d'une personne qui a fait une reconversion. C'est
toutes ces compétences qu'elle a à nous apporter, qu'elle a apporté à une entreprise. Et moi, je le vois aujourd'hui avec Rachel qui m'a rejoint. C'était trop bien. Elle a des super compétences issues de plein de compétences, de plein d'expériences différentes. Mm. Eh ben, merci pour le témoignage. Puis c'est cool aussi pour Rachel qui nous écoute peut-être, mais je trouve sympa aussi de mentionner l'équipe derrière, les backstage. Je trouve que c'est chouette. Et puis après, côté recrutement, alors du coup, ça peut dater un peu, mais quel est le recrutement qui t'a le plus marqué, justement? Le recrutement qui m'a le plus marqué, c'est un peu, il y a le mien en fait. C'est mon recrutement, mon dernier, la boîte où je suis actuellement, j'ai été recruté sans CV. Justement, comme je le disais, hein, j'étais le meilleur utilisateur. J'ai été recruteur, mais de base, je suis un profil growth, donc marketing spécialisé dans le logiciel. Et donc, en fait, je fitais parfaitement avec l'entreprise. Je connaissais ma cible, donc les recruteurs. Je connaissais le produit parce que j'étais utilisateur. Et je connaissais la fonction parce que c'est ma fonction de base, où j'avais des années d'expérience dessus. Donc, là, il n'y a même pas eu d'entretien. C'est-à-dire que l'entretien, c'était me convaincre à venir avec eux. Donc c'est ça. Mm. Et c'est un peu les, c'est un peu le recrutement que j'adore. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'inbound. C'est-à-dire que on fait venir les entreprises à soi. Et ça, moi, je le vois, hein. Aujourd'hui, j'ai une demande d'entreprise de recrutement par semaine. Et vraiment, toutes les 2 semaines, j'en ai une sérieuse. Une sérieuse avec une proposition. Et ça, c'est parce que je crée du contenu sur LinkedIn, parce que je fais valoir ma compétence et ma notoriété. Et c'est pour ça que aujourd'hui, c'est plus facile pour moi de trouver un emploi, alors que voilà, je suis quand même jeune et que j'ai pas énormément non plus d'expérience par rapport à d'autres profils. Je peux me vendre plus cher aussi. J'ai un salaire qui est au-delà des grilles si on en compte mes années d'expérience et mon âge. Mais c'est grâce en fait à l'expertise que j'arrive à prouver et au fait que je sais me vendre. Et donc, ce recrutement est assez original parce que j'ai pas postulé, j'ai pas de CV. En fait, je me suis vraiment chassé alors que je suis un jeune profil, quoi. Et je trouve intéressant, d'ailleurs, ça me fait revenir sur ce que tu disais au tout début. Tu disais que dans ce que tu proposes dans ta formation, justement, pour trouver une alternance, un stage, etc., eh ben, t'abordes, en fait, tu donnes des conseils aussi liés à tes outils de marketing et de ce que tu as appris dans la vente. Et je sais que ça peut faire grincer des dents certaines personnes de se vendre en entretien, mais la réalité quand même, et puis ça se montre aussi quand on est sur LinkedIn, c'est que on met en avant aussi ce dont on est capable et c'est OK en fait. Ça veut pas dire se vendre soi-même, aller se mettre à poil et puis dire allez, tu me veux combien? C'est pas du tout ça. Enfin, voilà, vous avez une expertise, enfin, je pense que chacun a une intelligence, une expérience de vie et une expérience professionnelle qui peut mettre en avant. Après, c'est vrai que bah, c'est plus ou moins facile selon le parcours, selon nos compétences de les mettre en avant. Et c'est là où, en fait, on a tout à gagner en apprenant. Et du coup, je trouve vraiment, vraiment intéressant que tu aies ajouté ça dans ta formation. Donc voilà, je fais juste un petit clin d'œil et ça montre en fait ce que tu es capable de faire aussi aujourd'hui. Le fait qu'on on te recrute comme ça grâce à ce que tu montres et démontres sur LinkedIn, c'est génial. Mhm. Mais pour moi, il faut savoir se vendre. C'est-à-dire que il faut être conscient que le marché de l'emploi est un marché avec des offres et des demandes. Donc, en fait, il faut être la meilleure offre possible pour une entreprise. Mm. Et donc, il faut savoir se mettre en avant. C'est, il y a bien sûr, pour des profils, c'est plus difficile que d'autres. Mais en fait, tout s'apprend, tout se met en valeur. Voilà, moi, j'ai fait du coaching pour des gens en difficulté, qui parlaient pas bien français, euh, qui étaient réfugiés politiques ou qui avaient 55 ans et qui utilisaient très peu Google. Un navigateur, c'était compliqué. Euh, et ils ont trouvé des alternances. Je veux dire, ces profils, voilà, je veux dire, c'est pas parce qu'on a des difficultés ou des spécificités dans son profil qu'on peut pas trouver d'alternance, de stage, de job, peu importe. Donc il faut tenter, il faut savoir se mettre en avant. Et les plus, les moins, tout. Mm, exact. Et c'est vrai qu'avoir un côté, une vision extérieure, d'où aussi le marketing, je trouve que c'est vraiment chouette
que ce soit toi, moi ou même, bah, il existe aussi plein d'accompagnements gratuits. Mais le fait, quand on se sent vraiment nul et qu'on ne sait pas se vendre, justement, bah forcément, la personne qui va avoir un regard extérieur va peut-être aussi un regard beaucoup plus bienveillant et valorisant que vous avez, enfin, que votre propre regard sur votre parcours et tout ce que vous êtes capable de faire. Donc, si vous n'avez pas confiance en vous, sachez qu'il y a plein de gens, j'en suis certaine, et encore plus, bah, du coup, sur LinkedIn aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup de partages, beaucoup de conseils. Vraiment, tout est enfin, il y a tellement de choses à valorisables, il y a une place pour tout le monde. Donc, ça veut dire que il faut juste arriver à identifier quels sont vos points forts et les mettre en avant, quoi. Mm. Totalement, totalement. Et après, il faut aller chercher des mentors. Vous avez besoin de parler avec d'autres professionnels. Allez sur LinkedIn et vous envoyez un message. Salut, je cherche des mentors dans mon domaine. Est-ce que tu es dispo 20 minutes pour qu'on échange en visio? La majorité des gens, ils vont dire oui. C'est de l'entraide et il faut penser à son karma et tout le monde aide. Il y a ou sur LinkedIn ou sur My Job Glasses. Si vous connaissez pas, voilà, c'est une plateforme de mentor c'est gratuit aussi. Donc voilà, il faut pas hésiter à aller prendre des conseils et se faire aider. Oui, exact. Si vous faites un podcast et vous allez voir, vous allez être agréablement surprise et absolument. Moi, j'ai pris une douche de bonheur. En fait, à chaque fois que je fais un enregistrement, je prends une douche je me dis waouh, mais quels sont ces humains absolument géniaux. Franchement, c'est touchant en fait de voir à quel point les gens peuvent se rendre disponibles et sont hyper preneurs de partage en fait d'expériences, de conseils. Et c'est vrai que c'est vraiment super intéressant aussi pour les personnes. Tu parlais au tout début aussi de se dire bah voilà, il faut savoir qu'est-ce que vous avez envie de faire et la manière dont vous voulez le faire. Donc c'est vraiment chouette si vous arrivez j'allais dire à choper à identifier un mentor qui travaille peut-être déjà comme vous aimeriez travailler ou qui a fait le parcours que vous aimeriez pour pouvoir les poser des questions. Voilà, donc trop bien. Et puis, ah oui, le pire entretien d'embauche. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager sur l'entretien qui aurait pu être le pire? Moi, j'ai envie de dire plutôt les erreurs que j'ai pu voir en entretien. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à recruter en plein période Covid. Et les gens, en fait, ils se permettent des choses. Autrefois, voilà, les entretiens, c'était vraiment quasiment qu'en physique. Aujourd'hui, voilà, c'est tous les premiers entretiens, c'est en virtuel, c'est très rarement en physique. Et les gens se permettent des choses. Donc moi, en tant que recruteur, même en tant que professionnel, ça veut pas dire des gens, ils allument leur clope en plein entretien et ça pose pas de souci, ça leur pose pas de souci. Ou ils parlent avec d'autres gens, c'est-à-dire que c'est un entretien, leur entretien d'embauche, ils coupent le micro, ils parlent avec des gens. Ah bon? C'est comme si on décrochait au téléphone et je vous dis ça, ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. Je veux dire, il faut être conscient, il faut se mettre dans un mindset. Ok, je vais à un entretien d'embauche, j'ai préparé mon entretien d'embauche, j'ai ouvert la page avec, je connais quelques chiffres sur l'entreprise où je peux rebondir, mais il faut pas arriver comme un touriste en entretien. Parce que, franchement, moi, j'ai vu des choses quand j'étais recruteur, je me suis dit, c'est pas possible. Jamais j'aurais pu imaginer ça. Écoute, quand j'étais formatrice en insertion professionnelle, un petit clin d'œil aussi à Suisse Nova où j'ai bossé. Il y avait un, il y avait un jeune qui s'endormait en fait sur le canapé et ça a fait un cas d'équipe parce que pour le coup, enfin si tu veux, normalement on n'a pas l'habitude quand même. Ça c'est le plus gros qui nous est arrivé quand même. Il dormait sur son canapé et puis en plus on était en groupe, donc du coup en collectif, si tu veux, tu vois en fait qu'il y a quelqu'un qui dort, mais c'est absolument incroyable quand même. Donc voilà, ça a fait cas d'école dans Swiss Nova, c'était assez sympa. Et d'ailleurs, du coup, la personne qui s'occupait de mais c'était un jeune. Ouais, c'était un jeune. Bah, finalement, il a repris sa posture, mais bon, il a eu de la chance. C'était une formation d'insertion pour justement après trouver un poste. C'était pas un entretien d'embauche. Là, j'avoue que Ok. pendant l'entretien d'embauche, c'est assez choquant quand même. Non, mais terrible. J'ai quelqu'un de LinkedIn, j'avais fait un post sur un peu les discriminations qu'il peut y avoir à l'embauche, et une personne qui a témoigné en commentaire que il y a dans un entretien d'embauche, on lui a demandé s'il était prêt à avoir des relations sexuelles
avec ses collègues ou supérieurs. Mais c'est pas vrai. Vraiment. Et il y a des choses qui se passent dans le recrutement, autant côté candidat que côté recruteur, qui sont, mais what the fuck. Hmm. Ah ouais, non, quand même. Bon, ça, c'est pas possible. Ça, je pense, que c'est pas possible. Moi, pour la petite anecdote, je pense que ça va te faire rigoler. Donc, c'était justement en alternance. J'étais dans la vente. Et donc, arrivé à ma troisième entreprise, je vous fais pas l'historique de pourquoi j'ai changé d'entreprise, mais c'est intéressant aussi. J'arrive à ma troisième entreprise, qui n'était pas d'ailleurs un poste de d'alternance en vente, mais je me suis dit, tant pis, je vais vendre l'alternance, et puis de toute façon, c'est pour apprendre à vendre, donc on verra bien. On se retrouve dans une gare pour faire l'entretien d'embauche, et donc la personne qui fait l'entretien m'explique que la vente, c'est comme en fait une relation amoureuse. Donc, au départ, quand il m'explique ça, en plus, j'étais toute jeune. Enfin, bah, du coup, j'étais au bac. Enfin, attends, non, bac, BTS. Je faisais mon BTS à l'époque, négociation relation client, c'était. Et il m'explique que c'est comme une relation amoureuse, donc il faut s'intéresser à l'autre, lui poser des questions, attendre aussi qu'il revienne vers soi, etc. Bah, mine de rien, c'était assez intéressant, la métaphore. Mais j'avoue qu'au premier abord, quand même, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, ouh là là, je suis tombée où? Ouh là là. Non, mais Mm. je comprends. Moi, je trouve que c'est vrai, totalement vrai. Et même, j'ai parlé plusieurs fois de Tinder. Un Ah temps, je ouais? faisais que parler de Tinder sur LinkedIn parce que les techniques en fait de drive, de séduction, c'est très proche d'un job board ou des choses comme ça en fait. Mm. On nous choisit juste sur un CV. Voilà, c'est comme sur un profil Tinder quoi. Il faut l'optimiser un maximum et tout ça. Donc, j'ai fait pas mal de parallèles un temps sur des posts LinkedIn. Sur la séduction et je trouve que c'est assez vrai. Ah, j'ai une autre anecdote aussi. Moi, j'ai changé d'alternance parce que ils voulaient remettre du présentiel. Du coup, j'ai décidé que ça me plaisait pas. Et il y a un client en freelance que je facturais très cher et il m'a dit mais t'es pas en alternance toi? Tu veux pas venir chez moi plutôt? Ça me coûtera beaucoup moins cher. Et du coup, je lui ai dit ok, mais c'est moi qui fais ma fiche de poste et je bosse d'où je veux et c'est moi qui choisis mes horaires. Il m'a dit ok, pas de souci alors. Et du coup, j'ai changé d'alternance juste parce que l'autre entreprise, moi j'avais fait un peu le tour. Euh, Moi, je voulais faire plutôt du growth, donc c'est un mindset dans le marketing où on va tester beaucoup de choses. Ou dans l'autre entreprise, j'étais assez cloisonné. Mais ma raison principale, c'était il y a plus de remote. Moi, j'ai envie de continuer à voyager, donc je change d'alternance. Mais c'est super intéressant. Bah tiens, ça c'est quelque chose aussi que je suggère. Et toi, quel est ton conseil quand t'as créé ta fiche de poste? Comment tu t'y es pris pour créer ta fiche de poste? Moi-même, c'est rare hein, quand même qu'un candidat crée sa fiche de poste. Hein. Mais ouais. Euh, Mm. alors j'ai pris tout ce que j'aime pas faire. J'ai dit ça je vais pas faire. J'ai pris tout ce que j'aime faire. J'ai fait ça je vais faire. Après je pouvais me le permettre parce que je savais que j'allais pouvoir atteindre des chiffres pour beaucoup moins cher que des émissions freelance, des choses comme ça, et que j'avais déjà des compétences. Là je suis pas venu forcément pour apprendre dans cette entreprise. C'est juste que j'avais peut-être 5 mois d'alternance à finir. Là, je me suis dit flemme de galérer à trouver l'alternance parfaite avec le bon mentor qui va me faire monter en compétences. Là, je veux voyager, donc je me suis trouvé une alternance où le produit était avec des très belles valeurs, mais c'est pas l'expérience qui m'a fait le plus progresser. Je veux dire, j'ai appliqué ce que je savais faire, j'ai appris d'autres choses grâce à Google, mais j'avais pas un mentor qui me fait progresser. Mm. Bah Voilà. mais c'est bien. Après, c'est une chance de pouvoir savoir, bah ça j'aime pas, ça j'aime. Déjà, c'est top. Petite astuce pour ceux qui aimeraient aussi créer une fiche de poste, enfin une fiche de poste. Créer le cahier des charges de votre alternance, ça peut peut-être vous aider. Vous avez le programme en fait, le détail de la formation, et puis normalement vous avez des objectifs à atteindre sur lesquels vous allez t'évaluer. Donc, vous pouvez demander, normalement, il y a un responsable dans votre école qui peut vous aider aussi à confirmer les tâches que vous devez faire pour être évalué. Et sinon, vous pouvez aussi tout simplement, si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire par la suite grâce à cette formation, de regarder une offre de poste liée à ce poste. Et comme ça, vous regardez l'émission. Par contre, faites bien gaffe aussi à ce que les personnes puissent vous former si vous n'avez pas encore été formé. Pour ces tâches-là. Voilà. Astuce, Totalement. bonjour. Chercher les meilleurs mentors. Moi, je sais que j'ai choisi des alternances, pas pour le nom de la boîte, des choses comme ça,
J'ai choisi, ok, ce mec-là, ça va être mon supérieur. C'est un cadre, il est trop fort. Je veux bosser avec lui. Et il y a des trucs que j'ai choisi, j'ai changé beaucoup de fois parce que quand je m'ennuyais, je changeais, que je pouvais me le permettre. Mais mais franchement, j'ai choisi des alternances juste pour ça parce que c'était trop bien ou des stages. Donc Mais tu c'est comme vois, ça là qu'on aussi, progresse et qu'on a un bon niveau après aussi dans son métier. puis t'as osé. Là aussi, franchement, chapeau, parce qu'il y a plein de... Enfin, encore une fois, il y a quand même pas mal d'étudiants, et même, franchement, adultes, n'importe quel âge, hein, qui n'osent pas. Et puis, en fait, oser, vous avez de toute façon rien à perdre. Au pire, le pire qui pourrait vous arriver, c'est de regretter de pas avoir testé. Et puis là, franchement, chapeau aussi, parce que toi aussi, il faut y aller quand même. D'aller contacter les personnes où tu dis, oh là là là, lui, il va m'apprendre, ça va être trop cool. Chapeau, bravo. Mm. Mais j'ai des anecdotes hein, sur mes recherches d'alternance. Une fois, genre, je me suis fait. En gros, il y avait, moi, je faisais pas mal de SEO, donc c'est du référencement naturel pour être premier sur Google, en gros. C'est un truc que je maîtrise bien, et je voulais faire une alternance là-dessus. Et il y avait un salon justement, le plus gros, un des plus gros francophones de France, qui se passait dans la ville où j'étais. Et j'ai contacté il y avait des places à gagner en gros. Et j'ai un peu truqué les sondages. J'ai dit, voilà, je suis étudiant, je suis motivé, regarde tout ce que j'ai fait. J'ai contacté l'organisateur. Je fais, ouais, je peux gagner les places. Il m'a dit, ok, tiens, je t'en file une. Et du coup, j'ai pas payé ma place parce que voilà, ça coûtait 300 euros. J'étais étudiant, donc pas envie de dépenser 300 euros pour un Mm. événement. Et du coup, j'avais une super relation à cet organisateur. Et je lui demandais, c'est possible à l'entracte, je prends le micro et parce que je recherche une alternance. Et du coup, devant les 300, parmi les 300 meilleurs maîtres, les mecs cadors en SEO, j'ai parlé, j'ai montré quelques statistiques que j'avais obtenues. Et j'ai eu, je sais pas, 5 ou 6 propositions, rien qu'avec ma petite présentation de 1 minute. Eh bah dis donc, bravo, 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 excellent. Mais là encore, franchement, chapeau, quoi. Tu sais pas une formation qu'il faudrait faire, c'est tu sais, une espèce de magazine avec toutes les anecdotes que t'as fait. C'est vachement intéressant. Étude de cas, bim, suivez la moustache. Ouais. Mm, J'avais 20 ans, ouais, j'avais 20 ans, j'ai fait ça. mm, C'est drôle. Et j'avais la pression, après, faut le reconnaître, j'avais la pression, je me suis dit, allez, vas-y, je le fais, de toute façon, j'avais rien à perdre. mm. Mais ouais, c'est sympa. Après, moi, j'ai automatisé aussi hein, mes recherches d'alternance. C'est-à-dire que une fois, j'en avais marre de ton alternance. Je voulais être freelance, je gagnais très bien ma vie. Je me suis dit, ouais, je vais être en alternance dans ma propre boîte. Sauf que la boîte, l'école, elle me dit, il faut un mentor quand même. Ce que je comprends. Mm. Et du coup, elle me dit, t'as 2 semaines pour trouver une alternance. Ok, 2 semaines. Ben, j'ai préparé ma campagne de recherche d'alternance pendant une semaine, sachant que j'avais des clients encore à traiter en SEO et en freelance. Et la semaine d'après, je partais à Lisbonne pendant une semaine, pendant 10 jours. Et je me suis dit, oh là là, j'ai pas envie de me faire chier, tout ça. Donc, j'ai tout automatisé. J'avais fait préparé un post sur LinkedIn, j'étais déjà actif. J'avais automatisé le fait d'envoyer des messages à des gens que je connaissais sur LinkedIn pour qu'ils aillent booster mon post, qu'ils aillent le commenter, le partager à des gens et tout ça. Et après, j'avais automatisé l'envoi de messages à des gens, toute une liste de personnes qui m'intéressaient de bosser pour eux, des fonctions de direction. Un truc très personnalisé. J'avais automatisé tout ça. Et à la fin, il y avait un Calendly. Donc, un Calendly, c'est fait pour prendre rendez-vous dans son agenda. Donc les gens, en fait, à la suite de ce message, ils pouvaient prendre rendez-vous avec moi. Et j'avais des rendez-vous qui tombaient quand j'étais à Lisbonne. Et du coup, j'avais juste à me connecter pour avoir mes entretiens d'embauche. Magique, magique. Et ça, c'était avec quel logiciel à l'époque? Avec Neodil. Neodil. Eh, tout dans le néo, Aujourd'hui. quoi. Ben, en fait, aujourd'hui, je bosse pour la petite sœur qui s'appelle Neostaff. Ah, d'accord. Mais ils sont. Alors là, franchement, Neostab, bravo, parce que non, ils ont le nez fin quand même, parce qu'effectivement, il y a un historique derrière. Incroyable, incroyable. Ok. Je leur faisais de la pub, en fait, au début, comme j'étais étudiant, je leur faisais de la pub. Ils me faisaient pas payer la licence et en échange, je leur faisais de la com sur LinkedIn. Ah, mais tu m'étonnes. Incroyable, j'adore. C'est intéressant parce que franchement, là, toi, c'est en discutant avec toi, en fait, franchement, ton gros point fort, c'est arrivé aussi à complètement renverser la posture, en fait. Il n'y a pas d'histoire de je suis en train de candidater, j'attends d'avoir une offre. C'est tout part de ce que tu as dit dès le départ. C'est plutôt
je vais plutôt attirer l'entreprise qui m'intéresse vers moi, mais alors avec toutes les méthodes du monde, quoi. C'est incroyable. Trop bien. C'est ça, c'est ça, c'est ma force, c'est plutôt l'inbound. Après, voilà, même en inbound, en chasse et pour candidater, là, j'ai développé des techniques. Aujourd'hui, faire de la vidéo de motivation, c'est-à-dire que CV de motivation, j'y crois pas trop. J'en ai fait, hein, des CV de motivation. Vidéo, bon, j'y crois pas trop, parce que c'est on a du mal à le traiter quand on est recruteur. Mais par contre, une vidéo de motivation, ça a rien à voir. C'est-à-dire qu'on va pas retracer ce qu'on a fait dans un parcours, mais on va dire en quoi l'entreprise, en quoi la fiche de poste que j'ai devant les yeux, elle m'intéresse. Donc tout simplement, il y a des outils comme Loom, Loom, ou Tela, c'est le nouveau Loom qui est beaucoup mieux, T-E-2-L-A, qui ont tous les deux des versions gratuites où en fait on peut partager son écran tout en enregistrant sa petite tête. Et en fait, je vais partager la fiche de poste, je vais la capture d'écran vidéo, et je vais parler dessus. En fait, en quoi en fait rejoindre cette entreprise-là m'intéresse. Et en 1 minute, au lieu d'écrire une lettre de motivation personnalisée qui met un quart d'heure, 20 minutes, voire 30 minutes à faire, ben en 2 minutes, j'ai enregistré ma vidéo et il y a déjà un lien et j'ai juste à la glisser dans mon mail pour postuler et c'est nickel. Et après, il faut suivre quand même pour relancer tout ça. Et là, j'ai un petit outil d'un pote qui s'appelle Thomas Clément. C'est un outil qui est gratuit, qui permet de suivre ses candidatures. Et ça, oh, il faut que tu l'interviewes, Thomas Clément aussi. Il est top. Et son outil, c'est sorti avec 2 i à la fin. Ok. Et ça permet de suivre en fait ses candidatures. Et c'est vraiment top. Ça marche super bien. Et ça permet vraiment de savoir où on en est quand on postule. Ok. Je note aussi. Et puis, du coup, forcément, je savais que j'allais te poser plein de questions. Voilà. C'est, voilà. En tout cas, je suis contente. Et puis, c'est hyper utile, en fait, t'apportes. Merci beaucoup de conseils. Et puis, le pire entretien, on l'a déjà abordé. Oui. Et puis, du coup, ah oui, ça, tu l'as apparemment, c'est quel est l'entretien qui t'a marqué? T'étais le plus drôle, du coup. Ok, alors on va parler d'abord de recrutement le plus drôle, c'est-à-dire que, ok, en tant que candidat, j'ai toujours cherché à attirer les profils, les entreprises qui me ressemblent, du coup, avec lesquelles je vais mieux fitter, avec les valeurs, le projet, tout ça. Et quand on est recruteur, c'est pareil. On a envie de recruter les personnes qui nous ressemblent dans la manière de travailler, dans les valeurs, dans le combat qu'on mène. Et donc moi je communique beaucoup et c'est à ça qu'on sert une marque employeur. Elle sert à attirer les gens qui fit avec notre entreprise, qui correspondent, désolé pour les anglicismes, correspondent à nos critères, à nos valeurs, à notre culture d'entreprise. Et donc moi j'étais actif sur LinkedIn, je savais que j'avais pas mal de gens qui me suivaient, des gens qui sont en recherche de stage, et là je recrutais une personne pour 6 mois en stage pour m'aider au contenu, pour créer du contenu. Et donc, tout simplement, moi, j'aime bien me déguiser. Et j'étais au Feria. Des Ferias, c'est des grosses fêtes qu'il y a dans le sud-ouest et en Espagne. J'étais au plus gros, c'était le troisième plus gros événement mondial. Et tout le monde est habillé en blanc et rouge. Et moi, j'étais habillé en Où est Charlie? Donc, en blanc et rouge. Et j'ai fait un carrousel sur LinkedIn où je te le donner si tu veux le mettre en Avec ressources plaisir. d'épisode, que les gens ils voient ça. Parce que j'étais en Où est Charlie, donc avec mon bonnet et mon t-shirt à rayures, et j'ai dit trouve Charlie et tu trouveras ton stage. Et c'était juste une astuce, voilà, un truc assez drôle parce que et après je disais je recrute sans CV, je veux des gens qui sont dynamiques et qui ont envie d'apprendre, qui connaissent un peu le contenu que je fais et la ligne éditoriale. Et voilà, tu veux faire du contenu et tu veux un stage de 6 mois dans le marketing, tu veux monter en compétence et m'apprendre des choses, tu m'envoies un message, un truc un peu original, je veux pas de CV, je veux juste que tu m'envoies un message. Déjà, tous ceux qui m'ont envoyé un CV, je les ai même pas regardés, parce que j'avais dit que je veux pas de CV. Et après, j'ai eu justement Rachel, donc j'ai déjà parlé, qui m'a fait un super message en reconversion, qui avait déjà fait, elle était passionnée par ce qu'elle faisait, elle a fait du recrutement, et en fait, je me suis dit, vas-y, c'est parfait, elle veut bosser en remote, elle adore ça, elle a déjà bossé en remote, elle fait des études en remote, franchement, ça fitait complètement avec les valeurs, la vision qu'elle a du recrutement, qui est quand même un recrutement vachement éthique. Je bosse pour un outil d'automatisation, mais le but, c'est qu'on promeut
l'expérience candidat, c'est-à-dire qu'on ne spamme pas les gens avec cet outil, on personnalise l'approche et ça permet de garder le contact avec le vivier en fait de candidats. Et elle avait cette vision-là. Et donc c'est comme ça en fait, c'est pas le plus drôle, mais c'est quand même original comme recrutement et comme entretien d'embauche. Entretien d'embauche, c'est ah salut Rachel et tout ça. Et du coup on a parlé de tout et de rien, de LinkedIn, on n'a pas vraiment parlé à un entretien d'embauche et des questions typiques et tout ça. C'était vraiment ah machin. Et tu penses quoi de ce créateur-là? Et tu penses quoi de lui, machin et tout ça. Et je fais et à la fin je fais bah tu pourras m'envoyer ta ta fiche de poste, ta convention. Ah ok. Ah c'est ça l'entretien. Ah ok. Ok d'accord. C'était ça l'entretien du coup. Finalement ça s'est super bien passé. Et aujourd'hui ça fait quelques mois que je travaille avec elle et j'en suis super content quoi. Ah, bravo Rachel, bravo, bravo. C'est bien. Alors toi, en plus, tu dis que c'est pas forcément le plus drôle, mais quand même. Enfin, en tout cas, le plus original, si tu veux, mais quand même. Hmm. Excellent. Bravo. Euh, et puis, du coup, bah justement, en termes d'astuces pour aborder déjà les entretiens, si tu avais trois astuces qui, toi, te semblent vachement utiles pour aborder les entretiens de manière plus, en étant plus serein, quoi, quels seraient tes trois conseils? Déjà savoir faire un storytelling, c'est-à-dire savoir raconter son histoire. Vous avez vu au début de l'épisode, j'ai raconté que je faisais du deal de cartes Pokémon, machin. C'est un truc qui est rodé. C'est un truc, vous allez sur mon profil LinkedIn, vous le retrouvez. C'est mon storytelling. C'est l'histoire que je raconte pour me présenter. Et ce storytelling doit aller arriver à une conclusion. Aujourd'hui, la conclusion, c'est que je suis un expert du marketing, du gros marketing, dans le logiciel. J'ai été recruteur et aujourd'hui, je mixe ces deux expériences pour faire cela. Donc j'ai squeezé pas mal d'expériences, des choses qui sont pas forcément utiles dans mon parcours pour valoriser ça. Le but, va être déjà de préparer ce storytelling avec un message très fort. C'est sa PUV, c'est promesse unilatérale de vente. J'apporte quoi, à qui et comment. Donc voilà, ça vous pouvez retrouver, c'est vraiment des conseils de vente et c'est hyper utile. Donc d'arriver avec ça en tête, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve également sur ton profil LinkedIn, sur ton CV, sur les lettres de motivation, bref, un peu partout. Premier conseil. Deuxième conseil, se renseigner sur l'entreprise, d'avoir quelques chiffres à qu'on connaît pour pouvoir rebondir sur des questions, d'avoir regardé le LinkedIn de la personne avec qui on va échanger. Est-ce que on peut faire des petits maillages? Est-ce que voilà dans les centres d'intérêt, j'arrive à trouver, voilà, on va stalker sur Internet. Est-ce qu'il n'y a pas des centres d'intérêt qui sont communs avec les miens pour échanger, pour créer du lien émotionnel, hyper important. Dernier conseil, ça va être d'avoir des questions à poser. Ce sont même des questions techniques. Je vais prendre un exemple. Je postule dans un logiciel. Déjà, je suis censé savoir ce que c'est un MRR, donc un mensuel récurrent de revenu. Donc, c'est ce que gagne en licence un logiciel. Je vais leur poser, voilà, vous gagnez combien par mois? Ça va prouver l'intérêt que vous avez pour le logiciel. C'est pas une question indiscrète parce que toi, quand tu es salarié, tu as envie de travailler pour une entreprise qui est prospère. Et donc, ces chiffres sur le business, sur aussi les stratégies, c'est-à-dire que tu postules en RH, bah, tu vas demander c'était quoi la politique RH. Si tu postules en développement, c'est quoi la technologie. Tu postules en comptabilité, ok, c'est quoi le logiciel comptable. Et challenger en fait. C'est pas à toi de te faire challenger tout le temps, c'est à toi aussi de challenger en fait euh, ton interlocuteur. Il va se sentir valorisé. Il va prouver ah ok, c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet. Donc ça peut être des questions qui sont préparées. Hein. Tu peux être junior et maîtriser mon sujet. Prouver que tu es hyper intéressé par le poste parce que tu t'es vraiment posé ces questions-là et que tu es challengeant. Donc voilà mes trois conseils. Si je récapitule, donc la dernière c'était poser des questions, se renseigner sur les chiffres et la première c'était Et la première, c'était Oh non, attends, j'étais à fond dedans en plus. Attends, il y avait du coup, il y avait se renseigner sur LinkedIn et juste avant, tu disais, oh non, Stéphie, storytelling. storytelling. Attends, Ah oui, je le avec refais. le, oui, plus, vas-y. Donc la première c'était le storytelling, donc apprendre à se vendre. Voilà, c'est ça. Apprendre à se vendre. Et puis après, du coup.
le fameux LinkedIn. Ah oui, et puis d'ailleurs, par rapport à LinkedIn, petite astuce pour... Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Tiens, d'ailleurs, tu pourras me dire si tu es d'accord. Regardez pas seulement nécessairement que le profil, mais aussi les activités de la personne pour regarder en fait sur quoi elle a réagi, à quoi elle s'intéresse. Parce que peut-être que vous allez pouvoir rebondir, par exemple, sur un post, pourquoi pas, que vous avez regardé ensemble, une actualité aussi dont vous pourriez parler dans l'entretien. Tout ça, ça peut aussi vous donner des astuces, parce que c'est vrai que des fois, le profil, en plus, des fois, il y a des profils qui sont pas forcément très complets, même de la part des personnes qui recrutent. L'activité peut vous donner aussi d'autres infos, en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Totalement, totalement. Il y a toute l'activité, les recommandations qui sont pu données, qui ont pu avoir. Donc ça, c'est même quand on est candidat, c'est très important d'aller prendre des recommandations. Donc il y a une fonctionnalité là-dessus sur son profil LinkedIn. Et pour aller stalker les gens, on peut utiliser aussi tout simplement Google et regarder ce qu'ils font. Mm. Peut-être qu'il est freelance à côté, peut-être qu'il a Instagram qui est public. Faut aller stalker les gens et tu peux toujours trouver des informations dessus. C'est rare les gens qui ont vraiment rien. Et donc, faut pas hésiter à le faire, quoi. En plus, c'est rigolo parce que alors là, vous nous écoutez, mais vous voyez pas, mais Louis, il est en train de, il regarde comme ça avec les lunettes et puis la petite moustache, on dirait un inspecteur là. Ta 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 ta. Ok. Bah merci beaucoup pour les conseils. Et puis justement, là, on était plutôt sur l'entretien d'embauche et par rapport à l'approche et la recherche d'emploi en général, est-ce qu'il y aurait des conseils complémentaires que tu souhaiterais partager? Moi, on n'a pas de LinkedIn, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas de LinkedIn, qui sont dans les secteurs d'activité, ils vont se dire, OK, moi, je travaille dans le BTP, en quoi ça me sert un LinkedIn? Aujourd'hui, la majorité des recruteurs, peu importe le secteur, vont googliser ton prénom. Toi, tu as peut-être googlisé celui du recruteur, mais le recruteur, il va faire pareil avec le tien. Peu importe ton secteur. Et en fait, ce qui ressort souvent, c'est Facebook, Insta, machin, peut-être des dossiers. Donc, essaye de regarder ce qui est public sur ton nom et de cleaner s'il y a des trucs qui sont pas clean. Donc, moi, j'ai des photos de vacances, mais voilà, j'ai des trucs tranquilles, quoi. Euh, Pas des choses qui peuvent me faire faux bon. Et donc, créer un profil LinkedIn, même basique, le remplir. Tu prends une demi-heure, tu le remplis à peu près. Et même si dans le BTP, voilà, tu vas pas être recruté sur LinkedIn parce que si dans le BTP ou dans d'autres secteurs, la biochimie ou des choses comme ça, si t'es pas ingénieur dans les postes ingénieurs, il y aura peu de recruteurs qui vont te chercher sur LinkedIn, même si ça peut le faire. Mais c'est plus pour te donner une image professionnelle quand tu as ton nom, tout simplement. Donc voilà, moi c'est ce que je recommande de faire, d'avoir c'est un petit conseil pour tout le monde, un profil LinkedIn, c'est bien. Mm, mm. Et ça, je rebondis par exemple sur Amélie qui en parlait aussi justement parce que vu qu'elle est dans tout ce qui est profil dans l'agriculture, j'étais aussi étonnée parce que même moi, j'avoue, je me suis dit ah bah tiens, c'est vrai que même LinkedIn peut être utile dans le milieu de l'agriculture. Et en fait, non, effectivement, c'est intéressant. Puis je trouve que c'est aussi, bah après, tu me diras aussi ce que t'en penses, mais finalement, LinkedIn, c'est aussi un moyen qui sort un petit peu du CV pour récapituler tout son parcours. Et puis, tu parlais de storytelling, bah, la petite présentation, ça permet aussi qu'on peut mettre sur le profil LinkedIn, permet du coup de mettre des mots sur cette fameuse présentation, sur comment on peut se présenter autrement, je trouve. Du coup, ça peut même presque être un outil pédagogique, quoi. Non, franchement, le LinkedIn, il n'y a rien de plus complet pour faire son profil en ligne que LinkedIn parce que il y a des fonctionnalités que personne n'utilise. C'est-à-dire que déjà, si vous voulez voir un profil vraiment complet, vous regardez les liens. Il y a tout. Il y a toutes les fonctionnalités que LinkedIn a pu ajouter. C'est-à-dire que sous sa photo de profil, on peut mettre une vidéo de 30 secondes. J'ai fait une cover story, j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus, sur la cover story. Donc ça permet de quand les gens visitent ton profil, d'avoir une vidéo qui se lance automatiquement à la place de ta photo de profil. On peut vocaliser son nom pour savoir la prononciation, mais ça peut être utilisé aussi pour mon nom, tu le sauras que dans le prochain entretien que tu vas faire avec moi. Là, genre une petite astuce pour inciter les gens. Tu peux mettre des liens. Tu peux mettre genre un calendrier en mode vas-y recrute-moi tu mets un lien pour les recruteurs. Tu peux voilà tout ce qui est connu, expérience, machin, tout ça. Mais recommandations, j'en ai parlé, des recommandations hyper importantes. Tu mets tes projets. Moi, j'ai des projets que j'ai fait même en cours et tout ça. Des projets, des sites internet, des campagnes que j'ai menées. J'ai tout mis. Tu peux mettre des centres d'intérêt.
le bénévolat. Voilà, moi j'ai un compte créateur, donc je peux mettre un lien même en haut de mon profil. Ça, c'est pas tout le monde. Je peux, voilà, il y a pas mal de choses. On peut créer des newsletters, on peut faire plein de choses avec un seul profil LinkedIn. On peut même faire des webinars si on a un compte créateur. C'est accessible à tout le monde. Un compte créateur, c'est juste, il faut le faire que quand on crée du contenu. Autrement, ça va dévaloriser notre profil. Mais si tu crées du contenu, tu peux avoir ça. Mais voilà, il y a plein de choses à faire sur un profil LinkedIn pour le rendre ultra attractif et vraiment ultra complet. C'est-à-dire qu'un recruteur aujourd'hui, il me demande mon CV, je lui dis non, tu regardes mon LinkedIn. Mhm. Ok, merci. Et puis, avec tout ton parcours et ce que tu as dit, euh, j'ai l'impression que ta force aussi, c'est d'arriver à dire, enfin, à avoir pensé autrement, en fait, à travailler différemment. Et du coup, toi, s'il y avait des questions qui pourraient permettre aux personnes de savoir, bah, de quoi ils auraient envie comme travail, quelles pourraient être ces questions, ces pistes de réflexion, en tout cas, d'après toi. Ouais. Déjà, c'est compliqué de se projeter trop loin. C'est-à-dire que moi, je plutôt, voilà, dans 5 ans, en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Ouais, est-ce que, voilà, c'est une maison avec ma famille au bord du lac d'Annecy. Donc, en fait, quel métier va me permettre d'avoir ça? Ou, par exemple, j'ai envie de voyager comme moi, quel métier va me le permettre? Donc, vraiment, c'est dans cette optique-là. Et aussi en fonction des compétences et des choses qu'on a déjà. Qu'est-ce qui est transposable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, comment je vais pouvoir structurer là-dessus? C'est pour ça le premier truc à faire, c'est un peu poser sur papier, écrire. Moi, j'écris pas sur papier, mais sur l'ordinateur, peu importe. Nos forces, nos faiblesses, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, dans 4 colonnes. Et ensuite, prendre tout ce qu'on aime et tout ce qu'on a envie de faire dans le futur et de voir si on peut construire une histoire avec tout ça. Est-ce qu'il y a des compétences qui ressortent, qu'on peut valoriser dans le projet qu'on veut faire plus tard? Donc ça, c'est quelque chose que je recommande, vraiment ce storytelling dont j'ai parlé, de l'établir en fait de cette façon-là. Mm. Et pour donner peut-être des astuces aussi, si vous avez de la peine à poser des mots par vous-même, bah, poser des questions aussi. Si vous êtes encore en cours et en formation, bah, vous demandez à vos collègues, vous pouvez demander à vos profs, vous pouvez demander aux personnes qui vous forment en entreprise si vous êtes en alternance. Vous pouvez demander à votre famille, à vos proches. Encore une fois, si vous êtes dans une période où vous savez pas trop où vous en êtes, où vous avez du mal à dire, bah, quelles sont mes qualités, quels sont mes points d'amélioration, etc., bah, ça peut être chouette. D'ailleurs, que vous en ayez conscience ou pas, ça peut être vraiment bien de demander un petit peu des avis extérieurs pour que vous puissiez réfléchir, pour confirmer, ou pour peut-être préciser aussi ce qu'on va vous apporter, hein. Ça veut pas dire qu'il faut dire amen à tout ce qu'on va vous raconter aussi. Donc, ça Mm, peut peut-être vous aider à faire cette fameuse liste sur papier ou même sur si ordinateur. c'est ultra pertinent de la faire et aussi d'être conscient de son niveau, d'avoir toujours un regard extérieur. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours entouré de personnes meilleures que moi. J'ai refusé comme certains le font, un peu cette mentalité de rabasser les autres, de se mettre avec des gens moins bons que ça pour se sentir valorisé. J'ai toujours refusé de le faire et de m'entourer des gens qui sont vraiment forts. Et c'est ce que là, je suis passé chez Bismart il y a pas longtemps et c'est ce que je disais en conclusion voilà, je me suis entouré de personnes, c'est ça qui m'a aidé. Et, et ces personnes-là vont permettre une chose, c'est-à-dire qu'on a une courbe d'apprentissage, en fait. Au début, on se croit hyper nul. On va monter très très vite en compétences, et là, on va se croire au top niveau. On va se croire au top niveau alors que c'est totalement faux. On va redescendre, en fait, on va s'en rendre compte, et ça, il faut s'en rendre compte le plus vite possible, qu'on n'est pas au top niveau, qu'il faut redescendre vite pour reapprendre de façon croissante. Et donc, en fait, s'entourer de gens qui savent nous dire le vrai du faux et nous conseiller, c'est super important de bien s'entourer tout le temps. Mm. Et puis là aussi, tu sais, tu parles justement de s'entourer avec un meilleur niveau, mais pour pouvoir aussi prendre conscience de son niveau, poser des questions encore une fois autour de vous, hein. C'est pas facile de savoir aussi bah, quels sont mes points forts. Il y a peut-être des choses que vous savez faire, vous en avez même pas conscience. Et au contraire, il y a peut-être des choses où franchement, où vous pouvez travailler dessus, mais vous en avez pas forcément conscience aussi. Poser des questions aussi autour de vous, c'est super important. Et effectivement, après, bah, viser des personnes qui peuvent vous apprendre et qui oseront. Un truc que j'adore dans ce que tu viens de dire, c'est aussi
être capable de bosser avec des personnes qui vont aussi vous donner des critiques constructives. Donc, entendre ces critiques pour avancer, s'améliorer et puis apprendre, en fait. Il y a des Mhm. personnes qui osent pas. Je connais pas mal de, bon, je connais, il y a des formateurs qui n'osent pas forcément dire les points d'amélioration. C'est difficile pour eux d'aborder les points d'amélioration et puis, et même les points forts aussi. Ça aussi, il y a aussi des formateurs qui ont tendance à beaucoup dire ce qu'il y a à améliorer, mais qui n'arrivent pas à dire, bah, comment, par exemple, pourquoi ils donneraient pas une note 18, par exemple en France, 18 sur 20, parce que j'ai donné des cours dans une école en France. Pour la petite histoire, il y a des formateurs qui ne savent pas comment justifier le fait de pas mettre un 18 parce que pour eux 18 c'est déjà énorme, alors que sur le barème, l'étudiant a mérité son 18. Mais sa vision du 18 est tellement, la vision du formateur est tellement idéaliste que du coup ils osent pas le mettre. Donc ça aussi c'est pareil. Franchement, quand vous êtes même étudiant ou quand vous êtes en poste, n'hésitez pas à demander bah, vos points forts. Ok, donc là vous en êtes tous, c'est-à-dire vous avez atteint quelles compétences et qu'est-ce que vous pouvez, enfin sur quoi vous pouvez progresser. Et même pour vous, être capable de savoir en quoi vous avez bon, c'est savoir ouais, c'est pour pouvoir vous estimer aussi à votre juste valeur. Ça, je suis très pénible avec les étudiants là-dessus. Je les oblige à me dire qu'est-ce qu'ils ont bien, pas évident pour eux. Non, c'est sûr. C'est compliqué de. Moi, j'ai toujours aimé les professeurs et aujourd'hui, quand je donne les cours, tout le temps, j'envoie un questionnaire pour avoir un feedback et le plus souvent, je donne anonyme. Comme ça, en fait, les gens, ils disent ce qu'ils veulent et ils sont hyper transparents et ça me permet de m'améliorer aussi en tant que formateur. Mais et c'est très bien aussi pour les candidats, il faut dire les choses. Moi, j'en ai pris des claques. Hein. C'est comme ça que j'ai appris les choses. J'ai pris des claques, j'ai fait des échecs, mais des échecs monumentaux, des trucs où j'avais bossé des dizaines et des dizaines d'heures sur des projets. Finalement, c'est un gros flop, mais au moins j'ai appris des choses. Et il faut le prendre comme ça. Je veux dire, la vie est un apprentissage avec des échecs qui nous font apprendre encore plus que des succès. Exact. Ok. Bah écoute, avec tout ça, est-ce que tu aurais d'autres choses que tu aimerais partager, que ce soit aux personnes en reconversion professionnelle ou qui hésitent à se lancer dans une reconversion ou en recherche d'emploi? Bref, qu'est-ce que tu aimerais partager dans ce podcast? Moi, je peux comprendre que c'est difficile de changer de voie. Surtout quand on va vers l'inconnu. Et c'est pour ça que il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place, de la disponibilité, des congés sabbatiques, des choses comme ça, où on va pouvoir faire des stages, des expériences, ou même si on est en poste, on peut rien faire du tout de tout ça. On est encore en études même, on veut tester un truc, il y a plusieurs façons de le faire. L'associatif, il y a plein de choses, on peut s'engager dans l'associatif et faire des postes. Voilà, même voilà, dans la compta, les RH, développeurs, commerciaux, dans les assos, ils cherchent ce genre de profil. Donc ça peut être cool de s'engager voilà quelques heures par semaine pour apprendre à faire ça. Autre solution, c'est-à-dire qu'on est plus business comme moi, on a envie d'avoir un revenu euh, à côté tout en apprenant des choses. Donc on va faire du freelance. J'ai testé 15 000 métiers dans le marketing digital. J'ai fait tout et n'importe quoi. Et comme ça, j'ai su ce que j'aimais pas et ce que j'aimais. C'est pour ça que très tôt, j'ai su ce que j'aimais et ce que j'aimais pas parce que j'ai testé beaucoup de choses. Donc ça, c'est cool et ça permet de tester une nouvelle voie ou même de tester un futur métier qu'on projette de faire si on est en études. Donc de se lancer et c'est ultra valorisé sur les profils. Surtout dans le monde startup, c'est plus que valorisé quoi. Des fois c'est recommandé même. D'abord c'est side project, donc ça peut être des projets associatifs, du bénévolat, du freelance, même avoir aidé des proches, peu importe. D'avoir eu en fait cette expérience, même ces jobs étudiants qui prouvent en fait que tu sais bosser en fait. Même quand tu es étudiant, c'est un peu compliqué. Tu cherches ton premier stage ou ton alternance ou même ton premier CDI, tu as fait deux trois stages. Les entreprises, je les comprends, ne peuvent être frileuses, pas à prendre un junior, prendre à quelqu'un qui n'a jamais vraiment bossé en entreprise, qui s'est jamais engagé dans quelque chose. Donc, dans le fait de jamais avoir vraiment travaillé, et est-ce qu'elle va être apte à travailler en entreprise? Est-ce qu'il n'y aura pas une période d'adaptation qui sera un peu longue? Donc, prouver par ces jobs étudiants, ces, euh, ces, euh, ce freelancing ou cet engagement dans l'associatif, ça peut être une super chose à mettre en valeur plus tard. Mais faire des choses que vous aimez.
mais n'allez pas vous lancer dans le freelance, dans le développement web alors que vous détestez ça. Faites des choses que vous aimez et ça sera plus valorisé dans des CV, quoi. Vous allez mieux arriver à le vendre et à le mettre en valeur dans le storytelling. Mm. Effectivement, en Suisse, on a de la chance par rapport au bénévolat. Pour le coup, c'est hyper, hyper, hyper valorisé. En même temps, franchement, bon, j'habite à Genève et moi, j'ai un gros coup de cœur pour cette ville par rapport à justement tout ce qui est engagement associatif. C'est incroyable. Il y a plein de trucs qui existent et il y a une plateforme d'ailleurs qui s'appelle, je crois, je vérifierai, je vous mettrai ça dans le descriptif. C'est genèvebénévole.ch, quelque chose comme ça. Et du coup, il y a vraiment toute une liste de propositions il y a toute une liste de propositions d'actions que vous pouvez mettre en place, en plus qui engagent pas forcément sur des longues durées, par semaine, ou ça peut être un jour ou 2 heures par semaine. C'est pas du tout. Enfin voilà, vous pouvez regarder aussi en fonction de vous, de vos dispos. Et ouais, merci pour la suggestion, c'est vraiment vraiment chouette. Puis comme tu dis, c'est aussi bien de prendre quelque chose qu'on aime et même auquel on se dit mais tiens ça, je fais pas, ça va pas devenir mon travail. Mais l'idée c'est pas d'aller chercher une expérience pro, c'est d'aller regarder en fait votre capacité à vous engager et à bosser. C'est différent. Ouais. Totalement. Mais même, il y a des trucs qui se font à distance, hein. Moi, je suis en mode full remote. Moi, je m'engage, j'aide Time for the Planet comme je peux. Là, je viens d'envoyer un mail pour être voilà ambassadeur pour créer vraiment quelque chose d'assez costaud pour le Movember. J'ai envoyé un mail à l'association Movember. Mm. Movember, c'est pour la santé masculine, notamment le cancer des testicules et du pancréas. Et c'est un symbole de moustache. Et moi, j'étais personnellement affecté pas personnellement moi, mais voilà, dans les proches par ce genre de choses. Et du coup, j'ai porté un moustache depuis un certain moment. Et donc, c'est une cause qui me tient à cœur et je souhaite faire des choses pour les aider, notamment avec une autorité sur LinkedIn. Et en fait, on peut s'engager à tout niveau et, euh, et c'est ça qui est bien et c'est toujours valorisé. Mm. Ok. D'ailleurs, Time for the Planet, est-ce que tu aurais 2 minutes pour nous en parler ou pas? Ouais, bien sûr. Time for the Planet, c'est un mouvement associatif qui permet en fait de financer des projets innovants qui vont dans le sens de la préservation de l'environnement. On peut investir des 1 euro sur Internet pour en fait c'est comme c'est associatif, on fait partie après du bureau de vote en gros et plus on donne plus on a de vote pour ça, mais le but c'est surtout de sensibiliser, d'aider à ce mouvement-là et donc c'est accessible à tous. Il y a plein de projets qui sont en cours, qui ont été réalisés et c'est un des plus gros en fait euh, mouvement écologiste français ça touche plus que la France aujourd'hui. Je vais aller y jeter un œil, moi, après. Mhm. Intéressant. Ok. Bah écoute, si c'est ok pour toi, je te propose de parler aussi, bah, encore une fois, de toi et de tes projets, justement, parce que l'idée, c'est aussi bah, d'aller plus loin pour les personnes qui auront envie bah, de te découvrir, de découvrir ton profil si ils ne le connaissent pas encore, et du coup d'aller plus loin dans ce que tu peux proposer. Donc, comment te suivre, où on te trouve, et surtout, quels sont tes projets à venir? C'était des projets, là c'est GetJob qui existe depuis 2 ans et demi. C'est une plateforme pour aider du coup les demandeurs d'emploi et une formation qui est gratuite aujourd'hui. Et je te donne le lien. Et je monte une formation pour aider les gens à trouver un job en full télétravail aussi. Donc elle sera en 2 parties. Il y aura une partie gratuite avec voilà un conseil sur quelques jours par mail pour trouver voilà avoir les premières pistes pour trouver un job en télétravail. Et il y aura une formation un peu plus poussée en vidéo qui elle sera payante pour trouver un job en remote avec des plateformes, des choses comme ça, des partenariats. Donc ça sort très bientôt et je pense que ça sera sorti quand tu sortiras ce podcast. Et à côté de ça, voilà, s'il y a des recruteurs qui nous écoutent, si vous voulez échanger sur le domaine du recrutement, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, même voilà, les demandeurs d'emploi, si vous avez des questions, contactez-moi sur LinkedIn. C'est là où je suis le plus actif. Et pour les recruteurs, voilà, si vous voulez un peu garantir cette expérience candidat tout en automatisant vos process, vous allez regarder NeoStaff et suivre mon aventure. C'est du YouTube, face caméra, toutes les semaines, je sors une vidéo sur YouTube sur la thématique du recrutement, mais ça peut vous aider les candidats parce que je donne des tips aux recruteurs. Mais du coup,
vous pouvez utiliser le process inverse pour aller chercher des tips. Ok, les recruteurs, ils vont faire comme ça. Donc moi, il faut que j'optimise mon profil pour que ça soit recherché. Donc voilà, c'est des petits tips. Si tu regardes ce que font les recruteurs, t'apprendras mieux à candidater également. Voilà, d'où l'intérêt aussi d'interviewer des recruteurs pour ceux qui nous écoutent. J'espère que ça vous aide. Je pense que oui. Franchement, en tout cas, pour l'instant, il y a pas mal j'ai des retours super positifs sur les conseils que vous donnez tous. Vous êtes juste fabuleux. Et petite info, dans ta formation, tu abordes aussi du coup comment trouver un travail même à l'international, parce que vu qu'il y a sûrement des Suisses qui vont nous écouter, est-ce que ta formation, elle inclut cette recherche de travail sur, bah du coup, vu que c'est full remote, donc je me dis, ça va au-delà de la Ouais, France. c'est ça. C'est full remote et en gros, c'est plus, je vais même aborder des questions de visa, comment on se fait engager par une entreprise avec un contrat local, c'est-à-dire je veux un contrat suisse ou je veux un contrat français. Comment je me fais engager avec ce contrat-là par une entreprise étrangère. Donc il y a des techniques pour ça, donc il y a pas de frontières. Et même pour celle qui est gratuite, hein, celle qui existe aujourd'hui, c'est des tips pour savoir se mettre en valeur et c'est indépendant au marché. Même sur les jobs remote, il y a très peu de plateformes qui sont nationales. Plus comme c'est sur des jobs remote, c'est des gens qui veulent recruter à l'international, donc c'est sans frontières. Ok. Et si on a envie de t'aider justement à partager tout ça, donc on peut partager le lien par exemple, on peut partager comment on peut t'aider nous à développer tout ça, toutes ces formations. Bah déjà, si vous avez des retours à me faire, des questions à me poser, si vous avez des questions, rien que les questions m'aident. Moi, je vais chercher des questions auprès des recruteurs pour créer du meilleur contenu. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, si voilà, vous avez consulté la formation, vous avez des questions, des choses qui manquent, il faut me le dire. Et même après, voilà, vous me suivez sur LinkedIn. Si le contenu vous plaît, vous lâchez un commentaire, c'est le mieux, et un like. Et voilà, n'hésitez pas à me faire à partager ça et ça sera top. Ok, bah Louis, merci pour ton sourire, tes conseils et puis bah voilà, d'avoir pris le temps de faire cet épisode, c'était vraiment chouette. Merci à toi, hein, c'est super le contenu que tu crées avec tous les invités que tu reçois et merci encore, c'était top d'avoir pu partager ça avec toi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Merci Louis pour ta bonne humeur, tes conseils et ton temps. Si vous avez aimé cet épisode, vous avez 3 moyens de le soutenir. Vous pouvez le partager avec les personnes que ça peut aider. La deuxième méthode, vous pouvez tout à fait mettre des étoiles et illuminer Apple Podcasts ou Spotify avec un petit commentaire, pourquoi pas. Ou encore, vous pouvez vous abonner pour recevoir le prochain épisode. À très vite.